Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Voici d'abord les principaux titres. Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, est arrivée à Kinshasa en provenance de l'Éthiopie. Son agenda prévoit des rencontres avec plusieurs autorités congolaises et principalement le président de la République, Joseph Kabila. Rideau ce mercredi sur la 5e session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Au cours de cette assemblée, les magistrats ont réfléchi sur les voies et moyens pour lutter contre la corruption dans ce secteur. Pierre Kangoudia ne démissionnera pas de ses fonctions, il a dit hier mardi. Et ce mercredi, son parti politique, l'UNC, a pris acte de son refus. La CNDH relève que la femme reste sous-représentée, soit 10% du gouvernement central. Vous suivrez dans cette édition l'enquête de la Commission nationale des droits de l'homme. Invité du journal, Serge Mabé, il est député national élu de la Tchangou, principalement de la commune de Kimbanseke. Il est de l'opposition. Serge Mabé, bonsoir. Avec vous, on va parler donc de l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, intervenu hier mardi dans l'Assemblée provinciale. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. En ouverture de ce journal, Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, vient d'arriver à Kinshasa. La République démocratique du Congo constitue la deuxième étape de sa tournée en Afrique après l'Éthiopie. Son agenda prévoit des rencontres avec le président de la République, Joseph Kabila, le chef de la MONUSCO, et aussi plusieurs autres personnalités sur la table. Le calendrier électoral et l'évaluation de l'action de la mission onusienne en RDC. C'est dans ce cadre que Nikki Haley rencontrera le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. La diplomate américaine devra se rendre également au Sud-Soudan, dernière étape de sa visite africaine. Mouine Mouroubfel. Annoncée depuis plus de mois, l'ambassadrice des États-Unis débarque à Kinshasa ce mardi. Son nombre planait même avant la session de l'Assemblée générale des Nations Unies et à laquelle le président Joseph Kabila a pris part. On se souvient encore de sa phrase à propos du processus électoral. Pas d'ingérence ni de diktat. Et justement, l'envoyé de Donald Trump aurait pour mission de s'assurer de l'urgence de la publication du calendrier électoral, faute de quoi l'administration américaine serait amenée à reconsidérer sa coopération avec Kinshasa. À noter tout de même que c'est la première mission de haut niveau diligentée en Afrique par l'imprévisible successeur de Barack Obama, à qui il est régulièrement reproché de n'avoir fait grand cas de l'Afrique ni dans ses discours de campagne, encore moins depuis son élection. Rien d'étonnant quand Donald Trump, qui semble s'accommoder à traîner des casseroles en tout genre, a toujours mis en avant la suprématie américaine traduite par son fameux slogan « America First ». L'Amérique d'abord, c'est aussi le manque d'intérêt pour les missions dites de maintien de la paix de l'ONU, l'institution internationale qu'il appelle à opérer des réformes et pour laquelle il ne nourrit pas une estime particulière, où des gens, disait-il pendant la campagne, se retrouvent, discutent et se donnent du bon temps. Le coup de semonce a été donné en juillet. Washington réduisait sa contribution aux missions de 20% et la MONUSCO en a accusé le coup. Il réduit déjà son personnel et les trains de vie de ses cadres. Nikki Haley devrait s'assurer de la gestion orthodoxe des milliards de dollars versés par les pays contributeurs dont les États-Unis. Son rapport final à Donald Trump sera déterminant. Négatif, il viendrait paradoxalement apporter de l'eau au moulin des autorités congolaises qui appellent au retrait progressif de la MONUSCO présente en RDC depuis bientôt 20 ans sans résultat probant. Et vous avez certainement corrigé à la maison avec moi que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU s'appelle Nikki Haley et non Nikki Haley. Et notre invité est un député provincial et non national, comme je l'annonçais à l'ouverture de cette édition clôture aujourd'hui de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Au menu de la 5e session ordinaire, la lutte contre la corruption dans le secteur et la mise en place des cours et tribunaux dans des nouvelles provinces du pays. Un accent particulier a été mis sur la discipline et le changement de mentalité des magistrats. La cérémonie s'est clôturée de clôture à la Cour suprême de justice et s'est déroulée en présence de plusieurs
Plusieurs personnalités, dont le chef du gouvernement central Bruno Tshibala Nzenze, un représentant personnel du président de la République Joseph Kabila, Marie-Laure Mulunda, pour le compte-rendu. La lutte contre la corruption qui gangrène la justice congolaise ainsi que la mise en place des cours et tribunaux dans les nouvelles provinces ont figuré parmi les points évoqués au cours de la 5e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats ont mis du temps à réfléchir, discuter et échanger sur des voies et moyens pour redorer le blason terni de la justice congolaise. Lors de la clôture de cette session, le juge président de la Cour constitutionnelle a passé en revue le travail abattu. Pour avoir accompli un tel devoir attendu de ce forum, messieurs et mesdames les participants, vous avez non seulement satisfait aux prescrits de la loi, mais aussi engagé votre propre responsabilité devant l'histoire. Oui, responsabilité sera le prix à payer par tous les magistrats pour sauver une justice jugée jusque-là inefficace et incapable de répondre aux attentes de nos concitoyens. Sur ce, je déclare close la 5e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et je vous remercie. La 5e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature s'est clôturée dans la Cour suprême de justice en présence de plusieurs autorités, dont le Premier ministre, représentant du chef de l'État. Entre-temps, 644 cas de violation des droits de l'homme ont documenté en République démocratique du Congo en mois de septembre dernier, soit une augmentation de 46% par rapport aux années antérieures. La enquête du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme impute 374, soit 58% aux agents de l'État, tandis que les groupes armés ont été responsables de 270 cas d'atteinte aux droits de l'homme. Ces résultats ont été rendus publics ce mercredi ou au cours d'une conférence hebdomadaire de la MONUSCO. La conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, Albert Omba, Élisée Mafou, reportage. Environ 46% de violations des droits de l'homme commis en septembre. Les taux ont augmenté par rapport au mois précédent. Résultat livré par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme lors du point de presse de ce mercredi. Selon la même source, 644 cas ont été documentés, dont 75% de violations commises dans les provinces en proie aux conflits armés. Nous ne publions aucun rapport qui n'ait été au préalable partagé avec les autorités congolaises. Et quand nous recevons des recommandations de leur part ou des observations, si ça porte sur des problèmes liés aux faits que nous avons rapportés, et s'il y a une divergence de vue, nous vérifions et nous réajustons par rapport aux faits. Là où il y a une grande différence, c'est l'analyse, c'est dans l'analyse. Si vous avez bien suivi la communication des autorités au cours des derniers mois dans les instances, au niveau des instances internationales, au moins devant le Conseil des droits de l'homme, il y a une reconnaissance des faits. Je vous donne juste un exemple. Nous avons, nous, communiqué sur le Kasaï un chiffre qui est en deçà de ce que le gouvernement a communiqué. Le gouvernement est largement au-dessus de nous, les chiffres que nous avons communiqués. Là où il y a une différence, c'est l'analyse qui est derrière. Du côté de l'espace kassaïen, la mission d'enquête onusienne a recensé plusieurs violations perpétrées en avril 2017 à Kamonia. Cette enquête a permis de documenter de graves atteintes aux droits de l'homme commises en avril 2017 contre les populations Lulwa et Luba par les miliciens Banamura, qui ont exécuté sommairement au moins 64 personnes, dont 9 femmes et 21 enfants, et violé au moins 41 femmes et 2 enfants. Sur le plan humanitaire, ONCHA a enregistré 9 cas de polio dans les provinces de Maniema et de la Lomami.
Présentation ce mercredi du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme relatif à la représentation des femmes dans les institutions politiques, entreprises publiques et privées en République démocratique du Congo. L'enquête pilote menée par la CNDH en collaboration avec d'autres ONG du secteur révèle que la femme reste sous-représentée, soit 10% au gouvernement central. La cérémonie a eu lieu ce mercredi à Kinshasa. Le compte rendu d'Élysée Mafou sur les images d'Eric Ndongala. La femme reste sous-représentée aussi bien dans les institutions publiques que dans le secteur privé. Selon les résultats de l'enquête menée par la Commission nationale des droits de l'homme, 10% de femmes sont au gouvernement, 8% au Parlement et 7% dans les assemblées provinciales. La faible représentation de la femme est justifiée principalement par le fait que l'État congolais ne prend pas de mesures concrètes en faveur des femmes. En principe, il vaut mieux commencer que de rester sans rien faire. Nous pensons qu'avec les plaidoyers, la sensibilisation et les concours de tout le monde, des femmes et des hommes genrés, nous aurons à voir quelque chose comme résultat. On ne peut pas déjà évaluer les résultats politiques que nous avons besoin de 100%. Non? Les résultats, si nous commençons déjà au départ avec 30, 40, 50, notre souci c'est d'améliorer les conditions de travail de la femme dans les entreprises publiques et privées. Pour pallier cette situation, une série de recommandations a été formulée à l'endroit du gouvernement. La CNDH recommande cette issue au gouvernement de tenir compte de la parité consacrée par la Constitution dans les propositions de nomination au sein des conseils d'administration et comités de gestion des entreprises publiques. Aux entreprises publiques et privées de révisiter leurs conventions collectives en tenant compte du nouveau code de la famille, du nouveau du code de travail en vigueur, d'élaborer, amender et appliquer effectivement la convention collective, d'accorder aux femmes mariées les mêmes avantages que les autres travailleurs sans discrimination. L'enquête sur la représentation des femmes dans les institutions politiques et entreprises publiques et privées en RDC a été réalisée par la CNDH en collaboration avec d'autres ONG des droits de l'homme. Le rapport sera rendu public dans le tout prochain jour. En politique, vers une rupture entre Vital Kamerhe et Pierre Kangoudia, l'Union pour la nation congolaise affirme prendre acte de l'auto-exclusion du ministre du budget Pierre Kangoudia. Dans un communiqué publié ce mercredi, le parti accorde un délai de 48 heures à ses cadres pour quitter le cabinet du ministre d'État avec la menace de les considérer démissionnaires au cas contraire. L'ultimatum a été lancé 24 heures après le refus du ministre Pierre Kangoudia de démissionner du gouvernement Bruno Tshibala. On poursuit cette édition avec cette information. Le député MLC Kaspa Kintwasisa Lukoki est le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, élu à l'unanimité au terme d'un scrutin à bulletin secret organisé mardi dernier sur 3 candidats en lice, 2 dont Jolino Makelele de l'UNC et Ndembe Kacha ont désisté en faveur de Kaspa Kintwasisa, qui succède ainsi à Roger Ntingui, éjecté du perchoir le 5 octobre dernier par une motion de défiance. Le commentaire de Félix Silunga et Jires Chimanga. C'est un nouveau record réalisé dans l'histoire récente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 49 voix sur 49 votants pour la déchéance de Roger Ntingui et 42 voix sur 42 votants pour l'élection du nouveau président Kaspa Kintwasisa Lukoki après dépouillement des bulletins de vote. Ce vote constitue une sanction, mais aussi une interpellation, a déclaré le président élu. C'est avec joie immense que je prends la parole ce jour, après mon élection en qualité de président du bureau de notre institution. Chers collègues, votre vote constitue une interpellation, mais aussi une responsabilité pour moi lorsqu'il faut considérer la situation actuelle de notre institution.
Comme vous le savez, on est élu président d'une institution comme la nôtre pour rendre service, c'est-à-dire être au service des autres, mais pas pour se servir. Entre-temps, Francine Bengama, président intérimaire, s'est félicité du travail abattu pendant son intérim. Il a souhaité effectuer mandat à son successeur. L'élection à l'unanimité du cadre du MLC a eu lieu sans peine, faute d'adversaires. Sur 3 candidats en lice, 2 ont désisté, séance tenante. À titre de rappel, l'ancien président Roger Ntingui, qui a introduit un recours, a été destitué le 5 octobre dernier. Et les députés provinciaux attendent beaucoup de Kaspa Kintwasisa. Ils demandent au nouveau président d'œuvrer pour l'intérêt de tous et de la démocratie. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de Félix Ilunga et Jires Chimanga. Il faut les voir plus en acte. On va les suivre comment il va gérer l'Assemblée. Vous savez, l'Assemblée, ce n'est pas une messe à faire. Il doit avoir ses conseillers pour qu'il gère bien notre institution. Voilà ce que je peux vous dire d'emblée au début de son élection. On sait qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire et il va tout faire pour que le gouvernement provincial soit en mesure de répondre aux attentes de la population que nous représentons. C'est pourquoi on l'avait voté. On croit qu'il va bien faire son travail. Il ne va pas miser sur le favoritisme, mais il va faire sur la démocratie. C'est pourquoi on l'a voté. Il doit travailler pour donner un bon exemple aux autres. Parce que s'il ne travaille pas, il ne fait pas ce que nous allons lui demander. Il sait ce qui est arrivé. Il sait, il connaît la conséquence. Donc il va aussi subir la même cause qu'on a connue autrefois. Serge Mabé, député provincial, avec nous sur ce plateau pour commenter justement de cette élection, l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, qui succède à Roger Ntingui, destitué par 39 voix sur 39 votants, qui Touassissa est élu par 42 voix sur 42 votants. Qu'est-ce qui explique l'unanimité dans une assemblée provinciale composée de plusieurs tendances politiques? Merci, c'est une très bonne question. Il faut commencer par partir d'un constat. Les députés ont plus de 10 ans aujourd'hui au sein de cette institution. Nous considérons que les querelles de repositionnement politique ne doivent pas l'emporter sur les besoins d'efficacité. Notre institution a souffert d'une crise qui a connu le départ de notre ancien président Roger Ntingui. Nous avons trouvé nécessaire de procéder par un consensus, en quelque sorte, pour qu'au sein de cette assemblée, les groupes qui a une majorité numérique, ça veut dire qu'il y a plus de députés en termes d'homogénéité, puissent proposer un candidat, et des discussions ont eu lieu dans l'informel. Le MLC a proposé son candidat, et il était naturel donc que ces candidats puissent être celui que les députés devaient choisir, et ces choix ont été respectés jusque dans les urnes. Voilà. Roger Ntingui a tout de même prouvé une longévité au perchoir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Que lui a-t-on brusquement reproché? Ce que l'on a reproché à Roger Ntingui, c'est plusieurs choses. Mais d'abord, il y a lieu de le catégoriser en deux classes. Il y a une espèce de méconnaissance de principes démocratiques, des principes juridiques qui gouvernent à la présidence d'une telle institution, de l'Assemblée. La deuxième raison, la deuxième classe de reproches qu'on a fait à Ntingui, c'est de ne pas tenir compte de la nature de l'Assemblée. L'Assemblée provinciale, ou l'Assemblée de manière, l'Assemblée délibérante de manière générale, est une institution des pairs. Il n'y a pas une subordination hiérarchique entre le président et les députés. C'est les présidents et les primum inter pares. Il est le premier entre le pairs. Il n'est pas au-dessus d'eux. Dès lors qu'il y a une crise, les présidents devaient commencer par entreprendre des négociations avec les députés plutôt que de procéder de manière autoritaire ou de manière cavalière
pour résoudre cette crise. Ça, c'est un reproche qu'à titre personnel, j'aurais pu lui faire, et que je lui ai fait d'ailleurs directement ou indirectement. Ce n'est pas tenir compte aussi d'un autre facteur politique, à savoir la majorité. Parce qu'on peut bien recourir à la Cour constitutionnelle pour trancher, mais on va bien observer ici qu'il s'agit de la majorité qui n'a pas voulu de Nting à l'Assemblée provinciale. Il devait en tenir compte dans les échanges, dans les discussions qui avaient précédé sa destitution. Mais d'autres facteurs d'ordre juridique, c'est justement sa gestion, qui avait été passée au crible par une commission ad hoc. Alors la gestion, c'est un fourre-tout. Bon, je commence par dire la gestion qui avait été critiquée par une commission instituée ad hoc, une commission sui generis créée par le député pour pouvoir auditer sa période de gestion. Malheureusement ou heureusement, il ne s'est pas prêté à ces jeux. Il a eu à stigmatiser le non-respect de principes juridiques, alors qu'en réalité, la commission a poursuivi son travail normalement. Il s'est avéré, d'après les résultats de cette commission, que les actes de gestion du président Ntingui s'étaient révélés d'une telle gabegie que seul son départ devait être la sanction qu'il méritait. Moi, je suis juriste. Comme on disait, la gestion, c'est un fourre-tout. Combien d'audits ont été diligentés dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Justement, c'est ce que je dis, je suis juriste, et quand je parle en respectant le vocable que nous utilisons. Auprès du bureau, combien et donc, d'audits ici, je me fie au dit du rapport de cette commission qui avait été instituée, qui avait conclu à une espèce d'irrégularité. Je crois même que c'est le mot qu'il faut retenir ici, des irrégularités de gestion. Il appartenait au président de s'expliquer. L'erreur qu'il avait commise, c'est de n'être pas venu s'expliquer devant le député pour témoigner à des charges en sa faveur. Le nouveau président finalement élu, quoi de neuf dans son programme? Madame, je profite ici pour dire qu'il s'agit là... Certainement qu'il a été élu sur base d'un programme. Oui, je voudrais ici profiter quand même pour glisser un mot en ce qui concerne les institutions de manière générale dans notre pays. Ici, je considère ça comme de parenthèse, de cas relativement anodins par rapport à ce que nous attendons. Ce que nous attendons, ce sont les élections. Et parmi ces élections, les élections du président de la République, les élections de députés nationaux et naturellement les députés provinciaux. Nous avons passé énormément du temps au sein de cette Assemblée. Ce n'est plus vraiment la priorité de revenir sur des programmes d'une institution qui a dépassé largement son terme. Donc ici, tout ce que nous pourrions demander au président élu, ainsi que l'ont relevé mes collègues, c'est de devoir tirer les leçons de son prédécesseur, de la gestion de son prédécesseur, pour se mettre en ordre avec les règles qui gouvernent notre institution, le règlement intérieur, mais aussi la loi, la Constitution et d'autres lois. Ici, vouloir demander de ces présidents de résoudre tous les problèmes de la ville de Kinshasa, c'est rester dans l'illusion, c'est ne pas savoir que ce que nous avons comme urgence dans notre pays, c'est justement les élections générales. Merci beaucoup Serge Mamba. Je vous retrouve tout à l'heure. On va parler d'autres sujets, notamment ce qui concerne la ville de Kinshasa, l'insalubrité, la criminalité, des taxes, notamment. Vous-même également, puisque vous êtes passé de la majorité à l'opposition, et c'est tout à l'heure le temps pour nous de prendre d'autres informations. La communauté libanaise vivant en République démocratique du Congo a remis un don des 1000 bancs au gouvernement provincial. C'est dans le cadre du programme Pas d'école sans bancs, une campagne initiée par l'exécutif provincial. La cérémonie a eu lieu mardi à l'hôtel du gouvernement en présence des différentes autorités, dont le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango. Le détail avec Félix Ilunga et Gires Chimaga. Pas d'école sans banc, le programme du gouvernement Kimbuta a eu un écho favorable auprès de la communauté libanaise. Le président de cette organisation est venu confirmer sa contribution à l'éducation en République démocratique du Congo avec 500 bancs pour un lot de 1000. Les projets Pas d'école sans bancs que vous avez initiés pour améliorer les conditions d'apprentissage et de formation de nos enfants méritent d'être soutenus. Par ma voix, la communauté voudrait confirmer sa disponibilité à apporter sa petite pierre à la grandiose ambition du chef de l'État.
Les élèves bénéficiaires du complexe Kimbuta à Kasavubu ont remercié le président de la République, Joseph Kabila, et la communauté libanaise pour ce geste combien louable. Notre message de remerciement s'adresse également à la République du Liban à travers son ambassadeur accrédité dans notre pays, ainsi qu'à la communauté libanaise qui a choisi notre pays comme sa seconde patrie. Le geste posé ce jour en faveur de ces élèves de la RDC contribuera à coup sûr à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Prenant la parole, le gouverneur André Kimbuta note un investissement à long terme. Il a salué cet élan de solidarité de la communauté libanaise vivant à Kinshasa. André Kimbuta a par ailleurs exhorté les bénéficiaires à prendre soin de ces dons. La communauté libanaise, disais-je, s'investit avec élan de cœur dans l'équipement des écoles en bancs petites. Au total, 1000 bancs pour le confort de nos enfants, raffermissant ainsi les liens d'amitié qui lient nos deux peuples. Serge Mabé, député provincial élu de la commune de Kimbanteke. On va quitter un peu l'institutionnel pour rentrer finalement dans le vécu, dans le quotidien de vos électeurs. On a parlé de 1000 bancs pour la province de Kinshasa, dont de la communauté libanaise. Parlons de l'éducation. À Kimbanteke, votre fief, que dire de Kimbanteke? Combien d'écoles sont bonnes? Dans quelles conditions ces élèves de Kimbanteke étudient aujourd'hui? Que dire de l'éducation dans votre commune? Merci beaucoup, madame. L'éducation de Kimbanteke est à l'image de ce que l'éducation au niveau national est, c'est-à-dire dans un état indescriptible de délabrement, à la fois en termes d'infrastructures, mais aussi de moyens humains et financiers qu'il est nécessaire de doter aux écoles et autres institutions scolaires. Donc je ne peux pas ici faire un bilan parce que cela dépasserait le cadre de cette émission, mais tout ce que je peux dire, c'est que Kimbanteke, pire d'ailleurs que toutes les autres écoles de la capitale, toutes les autres communes de la capitale, est une commune négligée, oubliée, alors qu'il s'agit de la commune la plus peuplée de la ville. Enclavée, alors c'est parmi les grandes communes. La commune la plus peuplée d'abord en termes démographiques, qui a fourni des élites au niveau national et au niveau de la ville. Pourquoi la province ne décolle pas? Oui, mais pourquoi elle est abandonnée à son triste sort? C'est une très bonne question. Que fait le député provincial que vous êtes élu de là? C'est une très bonne question, dans la mesure où votre tribune, cette plateforme que vous m'offrez, me permet de m'exprimer sur ce sujet. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans un système et la ville-province de Kinshasa est un élément du système. Je le rappelais à plusieurs reprises, je crois, sur ce même plateau, que lorsque un organe d'un corps est malade, lorsque le corps est malade, les autres organes en souffrent autant. La ville souffre de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance au niveau national, au niveau de toutes les institutions nationales. Et cette mauvaise gouvernance se répercute au niveau de la ville. Je peux prendre un cas à titre d'illustration. Vous savez qu'un budget de province, le budget de la province est divisé en deux branches, les budgets de fonctionnement et les budgets d'investissement. Le budget de fonctionnement, c'est, comme vous le savez, c'est pour la consommation courante, les paiements de salaire, les fonctionnements, les achats des fournitures et autres intrants. Le budget d'investissement, c'est lui qui nous permet justement d'investir dans les infrastructures, notamment scolaires. Or, il s'est fait que depuis le début de la législature, à durée indéterminée que nous avons aujourd'hui, le budget d'investissement n'a jamais été alloué aux provinces. Et en particulier à la ville-province de Kinshasa, qui pourtant est la capitale et le miroir même de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gouverneurs des provinces de manière générale, mais celui de Kinshasa de manière particulière, a une circonstance atténuante lorsque l'on veut juger son action, parce qu'il n'a pas, il prouve noir sur blanc, qu'il n'a pas un budget d'investissement. Mais alors, quel est dans ce cas le rôle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Parce qu'à gauche, il y a l'insalubrité, à droite, il y a la criminalité, les routes qui sont défoncées. On se pose même la question de savoir à quoi ça sert une Assemblée provinciale dans la capitale, à quoi ça sert ou à quoi il sert un député provincial. Je sais que vous êtes très intelligente pour comprendre qu'il
qu'il y a une séparation de pouvoir. Il n'appartient pas aux députés de gérer de manière concrète, mais j'aime bien... De contrôler l'action. J'aime bien... Vous contrôlez en même temps l'action. Merci Madame Rachel, mais j'aime bien quand même rappeler ici que je sais que dans l'imaginaire collectif, la meilleure sanction, c'est de faire partir un gouverneur ou un ministre. Je vous rappelle quand même qu'il y a un ministre des Infrastructures en son temps il y avait un ministre des Infrastructures qui avait été limogé, qui avait fait l'objet d'une motion de censure, M. Mouissa, Jean-Claude, parce que justement, les députés avaient fait les constats d'une gestion approximative des infrastructures de la ville. D'autres ministres ont fait l'objet de la même catégorie des sanctions, ça veut dire des départs suite à des motions de censure. Mais on ne résoudrait pas des problèmes des provinces, des problèmes des infrastructures des provinces, si on ne met pas un accent particulier, si on ne met pas en relief le fait qu'en réalité, c'est les budgets nationaux alloués aux provinces, en particulier les budgets d'investissement, qui n'est pas alloué aux provinces, qui causent des problèmes. Aujourd'hui, les taxes, encore que la citoyenneté fiscale au Congo pose problème, est problématique, les citoyens sont loin de répondre à leurs attentes fiscales comme on aimerait bien le voir. Les taxes que les provinces perçoivent de manière propre, on appelle ça les recettes propres, ne suffisent pas à répondre aux urgences des infrastructures. Il faut qu'une gouvernance nationale respectueuse de principes de décentralisation puisse s'installer dans ces pays. Par là, il n'y a que l'alternance au sommet de l'État qui puisse les consacrer pour effectivement que les provinces bénéficient davantage de moyens. Aujourd'hui, elles souffrent. Les gouverneurs aujourd'hui sont réduits au rang des administrateurs des territoires, excusez-moi de faire le parallélisme, parce qu'en réalité, la décentralisation n'a des réalités que le nom. On ne le voit pas dans le concret. La ville de Kinshasa, et ma commune en particulier... Mais qu'est-ce qui freine, selon vous, une bonne administration de la ville, même si ce budget tarde à venir? Donc il faut partager la responsabilité à deux niveaux, en termes de ressources. Parce que pour juger un gestionnaire, il faut commencer par évaluer les ressources qui ont été mises à sa disposition. Or, ces ressources sont en deux catégories. Les recettes propres, ça veut dire les impôts sur les revenus locatifs que perçoivent les provinces, les impôts fonciers, la vignette et d'autres taxes propres que perçoivent les provinces. Comme je le dis ici, il s'est fait que les prélèvements effectués par les provinces n'arrivent pas à combler leurs besoins. Il faut donc combler les déficits ou l'écart par le budget d'investissement qui provient du gouvernement central. Pourquoi ce budget d'investissement? Parce que la Constitution consacre le fait qu'il faut allouer aux provinces 40% de leurs recettes. Malheureusement, ce budget d'investissement n'est jamais alloué aux provinces. Et ce n'est pas un problème qu'on résoudrait en une journée. C'est des conférences des gouverneurs en conférences des gouverneurs, des réunions en réunions, les provinces... Est-ce que vous avez un mécanisme de pression pour que ce budget d'investissement revienne à la province de Kinshasa, ou vous avez finalement l'objectif ailleurs parce que les assemblées provinciales, pour la plupart, sont devenues, comme on va se le dire, des marchepieds, des gouverneurs des provinces, au service du patron de la province et peut-être aussi celle de Kinshasa? Bon, je pense que vous connaissant, vous avez des statistiques pour démontrer que les provinces en RDC sont caractérisées par une instabilité institutionnelle, enfin par le départ des gouverneurs, des suites d'émotions. La plus récente, c'est celle qui a eu lieu au Kasaï central avec le départ de Kandé et son vice-gouverneur. D'autres motions sont en gestation. Si le fait que Kimbouta ait résisté aux pressions diverses des députés signifie qu'il a pris l'Assemblée provinciale comme marchepied, je pense que là, on serait en train de commettre une espèce de gageure. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de constater seulement que les assemblées provinciales ne disposent pas de suffisamment de moyens. Je veux dire, les provinces ne disposent pas de suffisamment de moyens dans la mesure où le gouvernement central ne leur a pas alloué ces moyens. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir quels moyens, de quels mécanismes nous disposons pour faire pression sur le gouvernement central. Il est clair qu'à l'échelle d'une province, à l'échelle d'une assemblée provinciale, la pression ne peut pas être efficace. Il faut un leadership au niveau national. Il faut un pilotage au niveau du président de la République pour comprendre que les provinces n'ont pas de moyens. Il faut arbitrer l'allocation de ressources pour que les provinces puissent investir au profit des citoyens et de la population. Mais je ne nie pas non plus, et là-dessus vous avez raison de constater qu'il y a quand même un problème aussi de gestion au niveau des provinces. Un problème avec les ressources, modestes soient-elles, qui leur sont allouées, on ne voit pas forcément que la performance puisse suivre.
là où il y a un peu de moyens mis à leur disposition. Mais il faut marteler sur un point, les députés provinciaux font ce qu'ils peuvent, et là-dessus, je reviens utilisant votre plateau pour stigmatiser le fait que le déficit et le manque de moyens ne contribuent pas à doter nos communes, et la mienne en particulier, des moyens pour qu'elles puissent investir dans l'éducation, dans la santé et d'autres secteurs. Mais c'est au niveau du leadership national qu'il faut surtout mettre un accent, parce qu'un président se lève le matin, doit savoir qu'est-ce qui se passe au Maniema, qu'est-ce qui se passe en Bujimaï. Le Premier ministre doit exécuter ce que dans un programme de gouvernement avait été décidé. Vous êtes un ancien membre de la majorité présidentielle, vous êtes passé depuis à l'opposition. Qu'est-ce qui a expliqué ce changement? Bon, je ne sais pas, j'aime bien d'ailleurs rappeler que j'ai été élu d'abord sous le label de l'opposition de 2006, mais que certaines circonstances particulières ont fait que j'ai été plus proche de la majorité présidentielle. Mais cela étant dit, il faut rappeler que, en tant que citoyen congolais, à l'âge que j'ai connu 3 présidents, le feu Marshal Mobutu, le feu Laurent Désiré Kabila et l'actuel président de la République, Joseph Kabila. J'ai suffisamment d'expérience pour comprendre, en tant que citoyen bien sûr, que les erreurs de la dictature de Mobutu que nous avons commises nous ont amenés déjà à l'époque à des situations qu'on ne saurait pas décrire sur cette plateau, sinon on prendrait beaucoup de temps. Je vous rappelle par titre d'exemple que nous avons passé des années académiques dans ce pays de 24 mois. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est le respect de la Constitution. Et donc vous êtes passé de l'opposition à la majorité, de la majorité à l'opposition. Bon, ça serait long de faire une biographie ici. C'est le schéma le plus court. Je voudrais vous expliquer en détail. Ça peut peut-être vous gêner un peu. Non, pas du tout. Mais c'est le schéma le plus court. Ce n'est pas, de l'opposition à la majorité, de la majorité vous rentrez à l'opposition. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on est élu sur un label, on peut faire des alliances, et c'est ce qui a été fait. Okay. Donc, au sein de l'Assemblée provinciale, par exemple, nous avons fait une alliance avec la majorité, et c'est cette alliance-là qui m'avait rapproché de la majorité. Donc, il ne s'agit pas de l'opposition, c'est une opposition avant mon élection comme député. Mais juste après, il y a eu une alliance pour que nous puissions adhérer à l'opposition. Mais j'aimerais rappeler que, vous me posez une question pertinente, pourquoi vous avez quitté? C'est parce que nous avons misé sur la Constitution comme socle de notre identité, de notre souveraineté. Dès lors qu'elle n'est pas respectée, il est clair qu'on ne va pas compter sur moi pour marcher sur l'avenir du pays en sacrifiant sa Constitution. Serge Maba, on va terminer avec cette dernière question. Les Quinois, on le sait, roulent déjà sur des taxes, et aujourd'hui encore une nouvelle taxe à ajouter, de l'insalubrité à inclure dans les factures de consommation d'eau. Et puisque vous êtes là, vous avez effleuré cette question des taxes. À quoi servent les taxes perçues dans la ville de Kinshasa? C'est une très bonne question. D'ailleurs, là-dessus, je constate quand même une ambiguïté en termes de discours. D'un côté, je me rappelle avoir suivi un discours du président de la République qui disait qu'il fallait alléger le charge fiscal des citoyens et des entreprises. Et là, vous me parlez de taxes qui seront incorporées dans le facture d'eau et l'électricité. En ce qui me concerne, tout ce qui concourt à l'alourdissement de charges de ménage ne peut pas être encouragé. Surtout, comme vous le relevez, si la qualité de vie qui devait compenser cette extraction fiscale ne suit pas. Mais cela étant dit, vous allez comprendre que ce que j'ai commencé par relever, ça veut dire que l'absence d'un budget d'investissement, l'absence d'une répartition équitable des recettes à caractère national au profit des provinces est à la base de cette solution intermédiaire que les provinces parfois s'aménagent. Ici, il s'agit justement de solutions palliatives que la ville-province de Kinshasa essaie de trouver pour pouvoir combler les déficits en ce qui concerne les infrastructures, les investissements que vous avez eu l'occasion ici de mentionner. Donc, on peut comprendre à l'heure de charge que, faute d'un budget d'investissement, ils cherchent des occasions d'en trouver, mais il faut parallèlement expliquer, il faut avoir une pédagogie à la destination des citoyens pour expliquer que nous n'avons pas un budget d'investissement et que ces taxes que nous voulons prélever vont servir à combler le déficit. Et j'aimerais bien ici rappeler et inviter le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa pour que, si ces taxes sont perçues, la qualité des infrastructures et la qualité de vie de manière générale des Quinoises et des Quinois puisse suivre aussi.
Merci beaucoup Serge Maba, député provincial, d'être venu sur ce plateau commenter l'actualité avec nous. Je rappelle que vous êtes élu de la commune de Kimbantseke. Ainsi se termine cette édition, mais en dehors de nos frontières présidentielles sous haute tension au Kenya. Le scrutin aura bien lieu ce jeudi 26 octobre. Le chef de la commission électorale l'a confirmé cet après-midi. Ce scrutin est boycotté par l'opposition. Son chef de file, Raila Odinga, n'y participera pas. Ce mercredi après-midi, il a réuni plusieurs milliers des partisans dans la capitale Nairobi. Le chef de file de l'opposition kenyane leur a demandé de ne pas aller voter. De son côté, le président Uhuru Kenyatta exhorte ses concitoyens à la paix pour le scrutin de demain, organisé après l'invalidation par la Cour suprême de l'élection du 8 août 2016. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérica TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook Numérica TV officielle en majuscule. Et je vous retrouve dimanche prochain pour l'édition de la rétrospective. Demain, vous retrouvez Bienvenue à boire à 19h pour la grande édition. Bonsoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Marie-Noah Kambere. Les grandes familles Salé bin Salé, au mari Mwananteba, informent aux amis et connaissances et à tous les ressortissants de la province du Maniema, principalement ceux du territoire de Kassongo et de la province du Nord Kivu, le décès de leur mère, fille, tante et grand-mère survenu le 18 octobre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le rapatriement de la dépouille a eu lieu le samedi 21 octobre dernier. La levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire est prévue ce jeudi 26 octobre 2017, suivi de l'exposition de la dépouille à la Cité des Anges sur l'avenue de Haut Commandement dans la commune de La Gombe. L'enterrement interviendra le 27 octobre 2017 au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Les familles éplorées demande à tous ceux qui ont connu Marie-Noah Kambere de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Marie-Noah Kambere. Les grandes familles Salé bin Salé, au mari Mwananteba, informent aux amis et connaissances et à tous les ressortissants de la province du Maniema, principalement ceux du territoire de Kassongo et de la province du Nord Kivu, le décès de leur mère, fille, tante et grand-mère survenu le 18 octobre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le rapatriement de la dépouille a eu lieu le samedi 21 octobre dernier. La levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire est prévue ce jeudi 26 octobre 2017, suivi de l'exposition de la dépouille à la Cité des Anges sur l'avenue de Haut Commandement dans la commune de La Gombe. L'enterrement interviendra le 27 octobre 2017 au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Les familles éplorées demande à tous ceux qui ont connu Marie-Noah Kambere de garder une pensée pieuse en sa mémoire.